bienvenue sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, on fait le point sur le handicap. Les chiffres de l'AGFIP pour 2023 révèlent un taux de chômage des personnes en situation de handicap au plus bas depuis 8 ans, 12% avec une baisse de 3 points en 2022. Si l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap s'améliore, qu'en est-il de leur insertion dans les entreprises? Comment apprendre à changer de regard sur le handicap? C'est la thématique que j'aborde aujourd'hui avec mes deux invités. J'ai le grand plaisir de recevoir Gabriel Alpern, philosophe. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous venez également de faire paraître aux éditions Fayard en septembre 2024, Créer des ponts entre les mondes. On va y revenir parce qu'on va en parler un petit peu. Vous êtes accompagnée d'Annelise Chevillard, directrice diversité et inclusion chez AXA, mais aussi présidente du comité handicap et diversité de France Assureur. On va aussi pouvoir en parler. Je souhaitais vous réunir, toutes les 2 sur ce plateau pour avoir, bien évidemment le regard d'une philosophe, le regard aussi sur le sur le terrain. Annelise, ça fait longtemps qu'AXA est engagée, sur la question, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Concrètement, quelles ont été les actions que vous avez pu mener, mettre en place? Et j'aimerais bien aussi juste si vous pouvez faire un petit point sur le handicap, invisible, qui voilà, c'est toujours très important aussi de rappeler qu'il y a ces personnes. Alors non, mais vous le soulignez à juste titre, ça fait 30 ans qu'AXA est engagé en faveur du handicap. Notre premier accord date de 1994 et notre engagement s'appuie sur le dialogue social, Mmh. sur une politique qui est portée au plus haut niveau de l'entreprise et je pense que c'est ce qui fait toute sa force. Dans le cadre des engagements que nous avons pris depuis longtemps des engagements d'augmenter notre taux d'emploi, de recruter des personnes en situation de handicap, ce qui nous a amené à aujourd'hui avoir autour de 1000 collaborateurs en situation de handicap pour AXA en France, Mmh. soit un taux d'emploi de 7,03%. Alors pour répondre à votre question de la fin, Oui, 80% des handicaps sont invisibles oui, en général, bah, c'est valable aussi chez nous. On sait que la majorité des handicaps sont invisibles. On a tendance à croire que c'est le fauteuil roulant, c'est 2% des situations de handicap. Donc on a une grande variété de handicaps, ce qui rend les choses mmh, particulièrement complexes, parce que notre objectif, c'est d'accompagner tous les collaborateurs qui osent se déclarer. Alors oui, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait concrètement? oui. Alors, on a une mission inclusion dans mon équipe qui est dédiée avec des référents handicap dans chacune de nos Mmh. entités. Mmh. Et l'objectif de cette mission, c'est d'accompagner tous nos collaborateurs en situation de handicap en fonction de leurs besoins. Et Très comme bien. les handicaps sont très variés, eh bien, les besoins peuvent être très variés. Ça peut être des aménagements de poste, Mmh. par exemple du bureau, du siège, à la maison quand on est en télétravail ou au bureau. Ça peut être des autorisations d'absence pour se rendre, par exemple, à des rendez-vous médicaux, à l'hôpital ou autres. Ça peut être une souplesse dans l'organisation du télétravail, ça peut être des bilans spécifiques avec l'aide d'un ergonome, par exemple. Bref, c'est extrêmement varié et Mmh. c'est vraiment du sur-mesure. C'est ce qu'il faut C'est retenir. voilà, C'est du c'est sur-mesure. du sur mesure. Très bien. Il y a, le recrutement, l'insertion et j'ai aussi une toute petite question sur, la gestion des carrières sur le long terme. Est-ce que l'on perçoit, voilà, des évolutions plus lentes? Est-ce que aussi ça change votre ra v voilà, comment est-ce que vous vous adaptez aussi, sur, la montée en compétences de ces collaborateurs? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, nous, notre politique RH, on est très attentif à ce qu'elle soit équitable pour tout le monde, Mmh. et ce, quelles que soient ses singularités, si je puis dire. Ça veut dire que concrètement, on forme beaucoup, on y reviendra, mais on forme beaucoup nos équipes RH et notre politique RH, on la regarde de manière très objective et factuelle pour regarder à toute étape de la carrière, à toute étape, pour les promotions ou autres, que, finalement ce soit que les compétences qui comptent. Les compétences, les compétences, les compétences, c'est essentiel. Donc un collaborateur en situation de handicap, en fait, ce qui nous intéresse, ce sont ses compétences. Oui. Donc après, il peut y avoir des aménagements de poste est nécessaire, mais on a une attention particulière pour que chaque collaborateur, à toute étape de sa carrière, puisse bénéficier d'évolution de carrière et que ce soit pas un frein, au contraire. Alors ça nécessite une attention parce que des freins, il y en a,
quand on est en situation de handicap, oser en parler, c'est pas simple. Mmh. Et donc on travaille beaucoup sur la formation, des équipes RH et du management. Donc là, on vient de déployer une formation qui s'appelle ZEST, Oui. obligatoire pour tous nos RH. C'est ce qui fait aussi la spécificité, je pense, de nos politiques. C'est la formation, elle est obligatoire pour tous nos RH. Ensuite, elle est obligatoire pour tous nos managers. D'ici la fin de l'année, tous les managers doivent l'avoir suivie et OK. on va la déployer à tous nos collaborateurs. Ça nécessite beaucoup de sensibilisation, ça nécessite de lever les tabous, ça nécessite d'éduquer les managers. C'est vraiment essentiel pour que justement tout le monde soit traité de manière équitable. Mmh. Très bien. Gabriel, l'année dernière, vous aviez mené une étude sur le fonctionnement des ESAT, une étude, avec la fondation, Jean Jaurès. Je me trompe pas, hein? Alors, Non, c'était surtout en fait une étude en partenariat avec, l'association Handicat, hein, et très bien, et la Cité de l'économie et des métiers de demain. d'accord, Voilà, très et ça a bien. été Et ça a publié par été la Fondation publié Jean Jaurès. par la Voilà, exactement. Fondation Jean Jaurès. Alors ma première question, c'est d'abord qu'est-ce qui vous avait motivé à explorer cette thématique? Vous travaillez sur la thématique de l'entreprise et notamment de l'hybridation depuis, très longtemps. Pourquoi, ce travail mené sur le terrain, pour le coup, et c'est ce qu'on ressent aussi dans votre ouvrage, auprès des ESAT? Alors en fait, c'était l'idée de départ n'était pas tant de faire une étude sur les ESAT, Mmh mh. en Mmh. fait, que de se dire: «Bon, finalement, dans le monde du travail en général, on se pose plein de questions». On voit bien que, les jeunes ont un autre rapport au travail, il y a le management, et on manage autrement. Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont en train de se poser dans le monde du travail complètement bouleversé, l'intelligence artificielle et tout ça. Je suis finalement à l'heure où le milieu ordinaire, ce que l'on appelle le milieu ordinaire, s'interroge et se demande finalement, voilà, quel dispositif pourrions-nous mettre en place? Je suis finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de regarder ce qui se fait dans ce que l'on appelle le milieu protégé? Oui, Encore faut-il que ce terme oui, protégé ait un ça sens. On se demande d'ailleurs c'est de quoi faudrait-il se protéger? Mais exactement, voilà. c'est En tout cas, je me suis dit, ce serait intéressant de mener un travail de recherche justement dans le milieu protégé, oui. pour voir justement quels dispositifs en termes de management, d'organisation du travail, de développement des compétences, de formation, finalement, ont été mis en place et pourraient éventuellement inspirer le milieu ordinaire. Voilà. Et j'ai un peu voulu renverser la tendance. On dit toujours que le milieu protégé devrait se rapprocher du milieu ordinaire. Je me suis dit, finalement, ce serait peut-être intéressant, de penser une démarche Différemment, ouais. différente, ou en tout cas une démarche réciproque, de manière à voir, voilà, ce qui pourrait être intéressant dans le milieu protégé. Et donc effectivement, j'ai fait un petit tour de France d'un certain nombre, donc d'ESAT, donc d'établissements et services d'aide par le travail. Mmh mh. Et Mmh. j'ai, effectivement mené des entretiens avec, un certain nombre de directeurs, de moniteurs d'ateliers et surtout de travailleurs en situation de handicap, hein, de manière à pouvoir voir, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelques éléments qui pourraient venir nous inspirer toute la société dans la manière dont on pense le travail? Mmh. Alors peut-être 2 éléments qui m'ont peut-être le plus, interpellée, mais après il y aura peut-être d'autres choses au cours de cet échange. Un 1er élément, la question du temps. Je me suis entretenue avec une ouvrière en situation de handicap mental qui me dit que, elle me dit: «Bah, oui, je suis très lente. Oui, bah, oui, j'ai un handicap mental, je suis très lente. Sauf que, j'aime beaucoup mon travail. On m'a jamais appris à bâcler mon travail et donc, certes, je suis très lente, mais à la fin de la journée, on n'a pas besoin de revenir sur mon travail parce que, voilà, il est bien fait» et donc elle disait: «J'ai envie d'avoir un droit à la lenteur». Bon, alors ce droit à la lenteur, ça C'est me fait réfléchir. Je dis: «Mais c'est terrible parce que ce droit à la lenteur, enfin, c'est pas possible dans le monde dit normal, ordinaire, oui. impératif économique, productivité, c'est pas possible». Sauf que j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais finalement, pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse d'accorder du temps à ceux qui le méritent, c'est-à-dire tout simplement réaliser correctement son travail? Et pourquoi est-ce que dans d'autres cas, on est prêt à perdre un temps fou en réunionites aiguës qui servent à rien, en process administratifs complètement absurdes, en visio où tout le monde est là, mais tout le monde fait autre chose à côté?» Et finalement, cette question de ce à quoi on accorde du temps, alors c'est dit un peu pompeusement, mais finalement, le choix d'allocation de nos ressources temporelles, voilà. À quoi est-ce qu'un individu décide d'accorder du temps dans sa journée? Bien À sûr. quoi une entreprise, une organisation, une société décide d'accorder du temps? Voilà. Finalement, dit beaucoup de ce à quoi on accorde de la valeur. Et donc cette question du droit à la lenteur qui peut sembler peut-être un peu folle, un peu, voilà, mais en fait nous interpelle beaucoup. Surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, qui finalement, de fait, va nous faire gagner du temps. Oui, Et donc, que va-t-on faire de ce temps? Voilà. exact. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a beaucoup marqué. Et puis, un deuxième élément, là, en termes de management. Mmh.
Parce qu'il y a des milliards et des milliards de théories en management, des consultants, des coachs, enfin, mille choses à dire sur le management. Et donc, je me suis interrogée, voilà, en m'entretenant avec un certain nombre de moniteurs d'ateliers, donc dans des établissements et services d'aide par le travail, qui, dans leurs équipes, de fait, managent des personnes en situation de handicap, qui ont d'ailleurs des handicaps extrêmement différents. Et ça m'a interpellée parce qu'en relisant tous les verbatims des entretiens, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un champ lexical du regard. Et de fait, ils m'ont expliqué que, eh bien, face à des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas forcément expliquer la manière dont ils se sentent, avec des mots, eh bien, les moniteurs d'atelier ont donc développé un art du regard, en regardant, voilà, les mains, est-ce qu'elles tremblent ou pas, les sourcils, les yeux, voilà, les sourcils sont froncés ou pas, voilà. Et finalement, hem, je me suis dit: «Mais le management, en fait, c'est cet art du regard». Voilà, Mmh, c'est mmh, cette mmh, attention, mmh. aller, déceler ces petits détails pour essayer finalement de voir comment la personne se sent, comment est-ce qu'elle ressent son travail, comment est-ce qu'elle peut s'engager dans son travail. Et encore une fois, à l'heure où on prête aux managers, 1000 raisons d'être, je Oui. pense que c'est intéressant, voilà, peut-être de revenir, peut-être à l'essentiel, hein. Finalement, voilà, Complètement, comment est-ce le rôle, la raison d'être du manager, c'est cet art du regard d'abord à l'égard de ses équipes. ouais, complètement. Votre réaction, Annelise, face à ce J'aime beaucoup ce que vous dites sur, le regard du manager et ça fait écho à des expériences très opérationnelles parce que moi je vis concrètement opérationnellement, en entreprise. Je pense qu'on parle d'empathie en entreprise, oui. et être capable de créer un climat de confiance, être capable de passer du temps avec son équipe pour s'intéresser à son équipe, Mmh. de faire juste en sorte je discutais la semaine dernière avec une manager qui me disait que récemment, une collègue de son équipe lui avait dit qu'elle était atteinte de troubles, bipolaires. Bah, c'est pas un sujet qui est forcément facile à aborder. Complètement. Et je lui dis: «Mais c'est super», tu vois? Parce que ça veut dire qu'elle a pu t'en parler, qu'elle se sent en confiance avec toi et pour moi, ça, c'est un signe de management dit inclusif, dit empathique, ce que vous voulez. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, je reste une optimiste, convaincue. Je pense que ce qui fera la différence, c'est la capacité, l'intelligence humaine et notre capacité justement à interagir avec des personnes totalement différentes ou qui Ouais. peuvent, on s'aperçoit en entreprise maintenant, il y a la neurodiversité, on est confronté à des attentes de plus en plus, diverses, de reconnaissance aussi de situations très personnelles. Maintenant, on parle d'endométriose en entreprise, on parle de ménopause. Bref, tous ces sujets qui semblaient très tabous, Oui, il y a et dont quelque on temps, disait: oui. «Non, non, il faut pas en parler en entreprise». Mais si, en fait, c'est notre, le la frontière entre notre vie privée et notre vie personnelle, Ouais, peut-être plus. professionnelle, elle est floue et si on est bien en entreprise, c'est qu'on peut parler, être libre d'être qui on est et pouvoir en parler. Donc je trouve que Ouais, c'est, allez-y, Non, veuillez pardon, le boucler. Non! je laisse, terminer votre. non, voilà, donc pour moi, ça signifie, développer en particulier, bien sûr, tous les comportements à tous les niveaux, mais y compris le management et je trouve que des façons d'articuler on a accueilli un café joyeux, Oui, tout chez nous, au sein de nos bureaux oui. et c'est, je trouve une super expérience parce qu'on et d'ailleurs, j'ai en tête un directeur marketing qui disait: «La marque Café Joyeux, elle est unique parce qu'elle est authentique» Mmh. et quand vous allez chez un café joyeux, il y a pas de filtre, c'est authentique et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la dimension émotionnelle. Comment est-ce qu'on traite un client avec empathie aujourd'hui? Et ben, chez Café Joyeux, moi, je me sens traitée de manière, tellement authentique, j'apprécie beaucoup et je pense que c'est aussi une façon d'influencer nos managers, nos collaborateurs et ralentir aussi. Vous avez raison. Oui. S'ajuster, ralentir, Ouais. c'est une façon aussi, de mettre l'humain au cœur, de nos activités, sans oublier, de délivrer, d'être performant par ailleurs. Ouais. Je voulais, rebondir par rapport à ce que vous avez dit en préambule justement sur cette, nécessité de en tout cas d'accompagnement personnalisé. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est, quelque chose que j'ai pu voir justement dans les établissements et services d'aide par le travail dans lesquels j'ai mené, cette étude. En fait, finalement, il y a effectivement un aménagement de poste, sur mesure, par rapport à la personne, eu égard à son handicap, à sa situation, à son contexte, voilà. Et en fait, cette dimension personnalisée, ultra personnalisée, voire complètement sur mesure, hem, en fait, donc on voit en milieu protégé, là, c'est intéressant de voir que vous la mettez en place justement, dans ce que l'on En tout appelle cas, on le milieu essaye. ordinaire, On voilà. Ouais, essaye. ouais, Mais ouais. mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que cette approche sur mesure, elle est utile et nécessaire, pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais en fait, on voit que ça correspond à des besoins finalement, en fait,
pour tout le monde. Par exemple, si on prend la question des femmes, bon, on parle de parité toute la journée, sauf que bon, si on veut que ce terme ne soit pas juste une coquille ou un Ouais, concept abstrait, bah, finalement, la possibilité de pouvoir organiser son emploi du temps avec une bien forme de sûr. souplesse, voilà, venir peut-être plus tard le matin pour accompagner ses enfants, enfin, voilà. Bah, en fait, cette possibilité de personnalisation, Mmh. en fait, c'est important pour les femmes, hein. Sur la question des Et aidants pour les familiaux, hommes, oui, et alors, pour les hommes. D'où le congé paternité accueil de l'enfant de 8 semaines chez nous. De 8 semaines, oui. Alors, donc voilà, je prenais le cas, la question de la parentalité, voilà, on va dire comme ça. Mais sur la question des aidants familiaux, on voit bien Bien qu'avec le vieillissement de la population, bah, de plus en plus, il y a cette question de bah, nos parents, nos grands-parents dont on va prendre soin. Et donc, eh bien, on voit que les entreprises qui ont mis en place justement des accommodements ou des personnalisations, en tout cas sur la question du poste, de l'organisation du travail, des temps de travail, pour les aidants familiaux. Bah, les aidants familiaux, de ce fait, bah, il y a beaucoup moins de turnover pour cette population-là. Il y a beaucoup plus d'épanouissement, de productivité de fait, puisque quand ils sont au travail, ils sont vraiment au travail, et quand ils sont auprès de leurs proches, ils sont vraiment auprès de leurs proches. Mmh mh, Et mmh. sur la question des seniors, qui est une question dans l'air du temps, Oui, d'actualité brûlante oui, oui et politique, hein. Annelise est aussi Où très concernée voilà, par où c'est exactement un sujet parce que, bah, de fait, oui, une personne qui est peut-être un peu plus âgée a peut-être une fatigabilité plus grande pour certains métiers, peut-être pas forcément dans les services, mais en tout cas, ça, c'est un autre travail de recherche que j'ai mené justement sur la question des seniors, sur des métiers extrêmement pénibles, ah ouais, de port de charges lourdes et voilà, où là, effectivement, l'aménagement, des postes va aussi être prégnant. Donc cette question de personnalisation, en fait, ça n'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais finalement, on peut ça la va bénéficier à tous. ouais, complètement et juste un mot sur ce droit à la lenteur, j'aime énormément ce concept. Est-ce qu'en effet parce qu'il y a la posture du manager, mais il y a l'aménagement des conditions de travail, mais dans ces conditions de travail et cette organisation de travail, il y a aussi cette question du temps. Comment est-ce que Gabriel le signalait, à juste titre, l'intelligence artificielle, on gagne du temps, à qui est réalloué ce temps? À la productivité ou, aux collaborateurs? C'est Bah, les 2, mon capitaine, ouais, j'espère. En tout cas, j'espère. j'espère de tout cœur. On verra, c'est encore un peu tôt pour le dire. Moi, ce que je vois aujourd'hui, chez nous, on parle beaucoup de simplicité. Ça fait partie vraiment, c'est ancré dans, on est une grosse entreprise. Et donc, une grosse entreprise égale, bah, logiquement, beaucoup de process. Et on essaie vraiment de simplifier la vie des collaborateurs. D'ailleurs, moi, j'ai organisé un temps fort avec mes équipes dans les 2 semaines là qui ont lieu autour de la semaine européenne, des personnes handicapées, autour de simplifier la vie, des personnes handicapées et déclarer son handicap, c'est durablement simplifier, leur quotidien. Ça devrait être le cas et donc concrètement, il y a plein de solutions. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai organisé un webinaire avec Microsoft. Il y a plein de solutions, Mmh mh. inclusives, des outils digitaux et l'intelligence artificielle qui finalement permettent de gagner du temps et d'en gagner pour se former, pour faire, finalement, son travail peut-être différemment. Donc je pense qu'il y a des outils qui doivent en effet permettre de gagner du temps et se former beaucoup. Nous, on pousse, on est une entreprise qui forme beaucoup les collaborateurs, donc c'est aussi une façon de développer son employabilité. Et pour en ce qui concerne, bah, on sait qu'on a des collaborateurs, nous, par exemple, qui reviennent de maladies et qui ont besoin de plus de temps, de réajustement et donc ça, c'est vu au cas par cas. Je pense qu'on ne peut pas mettre les gens dans des cases et c'est à chaque fois, c'est du cas par cas. Et donc moi, j'ai en tête un certain nombre de collaborateurs qui reviennent, d'arrêt longue maladie ou autre et c'est pas facile, hein, Bien sûr. parce qu'il faut ajuster, selon leurs tâches, avec leur manager, il faut réallouer, mais en tout cas, on a vraiment le souci de le faire en bonne intelligence. Et il y a une vraie attention qui est portée avec la RH, et j'espère avec, la plus grande bienveillance, en tout cas on y est attentif, pour que la personne, les collaborateurs, j'en ai en tête plusieurs, hein, après un burn-out ou d'autres, situations de vie difficiles qui reviennent et ça se fait progressivement. Mmh. Oui. C'est intéressant tout ce que en tout cas l'accent qui est mis sur la question de la formation, du développement des compétences. Enfin, pour moi, enfin, c'est vraiment aussi un des éléments que j'ai pu, apprendre, voilà, aux côtés justement des travailleurs en situation de handicap avec lesquels je me suis entretenue. Effectivement, c'est cette nécessité de pouvoir, développer le plus de compétences, possible. Ça pour le coup, c'est voilà, petite minute philosophique, mais, voilà, à l'heure où on s'interroge tous sur, nos identités, voilà, qui suis-je, qui suis-je? En fait, c'est intéressant peut-être de revenir à Jean-Paul Sartre, hein, au Ouais, philosophe Jean-Paul ouais, Sartre ouais, qui ouais, ouais. disait, en fait: «Je suis ce que je fais». Voilà, ce Mmh. sont nos actes qui nous définissent. Et je trouve que c'est intéressant en tout cas,
de définir notre identité par rapport à ce que l'on fait, parce que notamment dans un contexte de travail, c'est là où justement c'est essentiel de pouvoir former, les travailleurs en situation de handicap, voilà, de manière à ce qu'ils puissent acquérir le plus de compétences possibles, qu'ils puissent peut-être justement, apprendre différents métiers, d'ailleurs découvrir différents métiers, de manière à pouvoir, augmenter leur être, si j'ose dire. Donc cette question justement, cette responsabilité pour le coup de la part du manager et puis de la part de l'entreprise Mmh. ou de la collectivité puisque, voilà, public privé, même combat sur ce Oui, sujet-là, oui, oui. de la part justement de l'employeur, d'être sans cesse d'être finalement responsable de la métamorphose, voilà, de ses collaborateurs en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Enfin, c'est un élément qui est essentiel et on a pu le voir aussi sur la question, des seniors, Oui, c'est ce que voilà, j'allais qui, bah, effectivement, enfin, voilà, une personne qui pendant, 30 ans fait le même métier ou, 25 ans fait le même métier puis est complètement cassé, on sent qu'il va arriver en inaptitude professionnelle et bon, bah, comment est-ce qu'on l'anticipe et comment est-ce qu'on le forme sur notre métier? Ça, pour le coup, c'est une responsabilité. Cette responsabilité de la métamorphose qui est, essentielle. Et nous, ouais. alors je ne peux être que, je pourrais être dithyrambique sur l'emploi des seniors, que je n'aime pas Je parler de seniors des Non, c'est 50 ans un parce que terme des c'est terrible, complètement salariés absurde. terrible. expérimentés, Mais ouais. bon, comme on nous dit que des 50 ans, il y a un sujet, nous formons 93% des 50 ans et plus chez nous, qui constituent 38,5% de nos collaborateurs, des formations non obligatoires. Et j'insiste sur le caractère non obligatoire parce que c'est ce qui permet, il y a beaucoup de formations obligatoires chez nous, mais en plus de ça, des formations non obligatoires. Donc c'est majeur et on s'engage à continuer à les former parce que je vous rejoins, c'est essentiel pour leur employabilité, avec la mobilité qui est un autre sujet Oui. aussi à pousser. Ah, Exactement. ouais. J'avais une question pour vous quand même, Annelise. Heu, Si vous deviez résumer en quelques termes, les bénéfices, chez AXA, de cette inclusion, des personnes en situation de handicap, est-ce que ça a changé, voilà, voilà, est-ce qu'on peut parler de bénéfices et comment aussi peut-être sur d'autres collaborateurs dits en situation, normale, voilà, comment ça Alors moi, nous, on a une conviction, enfin en tout cas, moi j'ai une conviction, mais elle est portée dans notre entreprise, et c'est pour ça, je pense que Claude Bébert a initié la charte de la diversité dès 2004, mmh c'est que la diversité, et notamment le handicap, c'est une vraie source de richesse et d'innovation. Et c'est pas moi qui le dis, il y a plein des d'innovations études d'ailleurs, qui mais le qu'on ne le sait pas forcément, plein d'innovations qui sont liées à des collaborateurs en situation de handicap ou à des personnes en situation de handicap. Donc c'est une vraie source d'innovation, et je pense ça permet juste de regarder les choses différemment, de s'ouvrir dans un environnement où il faut s'adapter constamment. Être confronté à la différence, quelle qu'elle soit, mais notamment sur le handicap, ça nécessite de s'ajuster. Je le dis souvent en entreprise parce que c'est pas facile d'être un manager inclusif. C'est pas facile d'être vraiment inclusif. Ça nécessite d'être ouvert à la différence, ça nécessite d'être tolérant, ça nécessite de s'intéresser à l'autre. Mais ce sont des qualités qui sont essentielles si on veut bien traiter nos clients, si on veut bien traiter et s'ajuster, s'adapter, être ouvert d'esprit. Donc, pour moi, c'est juste extrêmement riche. Et je le vois au quotidien quand on fait des conférences, des sensibilisations, le café joyeux que je mentionnais tout à l'heure. On voit des gens qui bougent. On voit, puis finalement, ça touche au cœur aussi. Et ça nous touche tous. mmh, Donc oui, pour moi, ça, c'est une conviction. Et sur le management, je pense que ce sont des compétences qui sont essentielles, dont on a besoin. très bien. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir, sinon j'ai une dernière question Je vous en prie. sur, les Jeux paralympiques. Ça a été quand même Oui. un des temps forts de cette année. Ben, je voudrais votre regard, Gabrielle, parce qu'en plus il y a un enjeu peut-être au niveau de l'hybridation qui est assez, Oui, alors, bah, c'est très bien comme ça, du coup, en y répondant, ça me permettra de rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un formidable engouement, pour le coup, pour ces Jeux, paralympiques, donc ça, c'est voilà, c'est une très bonne nouvelle. Après, justement, on sent que le soufflet est peut-être un peu en train de retomber. Alors même si, pour le coup, les chiffres que vous avez, donnés indiquent qu'il y a quand même une tendance, positive qui est positive. là et Mmh. donc bon, bah, les choses se font petit à petit, mais elles se font. Mais en tout cas, je pense que moi, c'est vrai que c'est une réflexion. Alors, je sais que pour des raisons logistiques, juridiques et autres, il n'est pas possible d'organiser les Jeux Olympiques en même temps que les Jeux Paralympiques. Mais c'est vrai que le fait de faire les choses séparément, le fait de faire une clôture des Mmh. Jeux Olympiques et puis après, enfin, on a l'impression que, bon, je trouve que ça fait à côté d'eux. Bien Et c'est sûr. toujours la même chose, c'est à côté d'eux. Et quand est-ce qu'on va, pour le coup, faire une véritable hybridation? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va vraiment créer des ponts voilà, entre Entre ces, oui. ces différents mondes et j'ajouterais peut-être un élément, ça c'est une philosophe pour
qui j'ai une immense admiration, qui s'appelle Anis Chabert, et qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et on correspond voilà, par échange épistolaire depuis quelques années. Et en fait, dans l'un de ses derniers livres, Vivre son destin, vivre sa pensée, que je vous invite à lire, Mmh mh, mmh. elle cite une fable de La Fontaine, Le renard et la cigogne. Bon, voilà, le renard invite à dîner une cigogne, voilà, et lui sert un repas dans une assiette creuse, et donc la cigogne ne peut rien manger. Et puis, bah, quelques jours après, la cigogne invite le renard, voilà, et lui sert un repas dans un vase à long col. Et évidemment, le renard ne peut rien manger. Et en fait, elle prend cette fable pour dire que finalement, une situation de normalité ou de handicap est toujours réversible, c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver les outils adaptés. Et je trouve qu'au-delà de la morale de l'histoire, hein, ou de cette fable, c'est aussi une réflexion de se dire finalement, quand est-ce qu'on va arrêter de prendre nos repas séparément, et quand est-ce que l'on va justement eh bien, apprendre à prendre nos repas ensemble. Voilà. Ouais. Ça devrait être dès l'école, de mon point de Voilà. vue. Le plus tôt possible. C'est un autre Complètement. long Oui, sujet. oui. Et pour moi, pour rebondir brièvement, je vous rejoins idéalement, ça devrait être la même chose. Après, ce qui m'a semblé, moi, vraiment précieux, c'est de mettre en lumière. De Mmh mettre mh, en mmh. lumière des talents en situation de handicap, finalement, pour leur performance. Moi, j'y suis allée à titre personnel. Je suis allée avec deux de mes filleuls qui avaient 18 ans et qui me disaient qu'à l'école, quasiment, ils avaient très peu vu, finalement, des écoliers en Bien situation de sûr, handicap. ouais, ouais. Et donc, à minima, je pense que ça a contribué à une prise de conscience. Donc, je me dis, c'est déjà ça. Oui, oui, Mmh, oui, oui, c'est mmh. c'est déjà ça. Hem, pour conclure juste, demain, si on voudrait, heu, accélérer, mais alors, c'est sur ce changement de regard, au niveau des entreprises, heu, qu'est-ce qui serait, le premier axe sur lequel travailler? Management, organisation, Alors moi, je suis désolée, je vais en dire 2. Prendre des ouais, engagements tangibles, ouais, visibles, de ouais, ça c'est oui, ça recrutement, c'est une c'est responsabilité, extrêmement important, sociétale et de qui est donc pris, et porté au plus haut niveau de l'entreprise, pas que par la RH, mais aussi par, le comité exécutif, et former. Former, former, et commencer par, nos dirigeants. C'est ce que nous disent nos collaborateurs, d'ailleurs, ce sont leurs attentes. On a une enquête chaque année, où on mesure la perception du niveau d'inclusion de nos collaborateurs, et c'est ce qu'ils nous disent: former continuer à former, on fait beaucoup, hein, mais continuer à former les managers, les dirigeants, parce qu'ils montrent, la direction, hein, ils ouvrent, et c'est eux qui, leur exemplarité est essentielle. Bah, en fait, ce que je trouve, intéressant en tout cas par rapport à la question du handicap, c'est que elle vient finalement mettre un coup de projecteur sur nos contradictions, sur nos absurdités, sur la question du temps, par exemple. Enfin, voilà. complètement, C'est en fait, complètement, on ouais. dit toujours, on perd pas de temps, on perd pas de temps, le temps c'est de l'argent, voilà. Et puis finalement, mais en fait, si on en perd, on en perd, on va encore une fois avec ces réunionites, avec ces choses. Finalement, on pourrait tellement peut-être mieux penser de la manière dont on organise le temps, mieux penser aussi les fiches de poste. Avec la division du travail, on a spécialisé tellement certains métiers, on les a tellement rétrécis que finalement, bah, on les a vidés complètement de leur sens. On a fait des métiers d'ailleurs tellement pénibles, tellement horribles, enfin pour certains métiers. Finalement, on ne comprend pas pourquoi on a du mal à recruter. Bah oui, mais il est peut-être temps justement bien d'hybrider certains métiers, d'hybrider des fiches de poste, hein, de Complètement. penser justement le contenu de certains métiers pour pouvoir les réenchanter, mettre effectivement, oui, bah, des choses plus intéressantes, des compétences plus intéressante à développer. Donc en fait, encore une fois, ça permet de mettre un coup de projecteur sur des absurdités et des choses qu'il va nous falloir clairement changer. Et encore une fois, l'intelligence artificielle Ouais, générative ouais, ouais. va clairement, en fait, c'est peut-être l'opportunité ou jamais de remettre finalement à plat plein de choses, les fiches de poste, le temps, enfin tout, des choses qu'on n'interrogeait plus et qui finalement vont être vraiment importantes à remettre en question. Merci beaucoup, mesdames. Annelise Chevillard, je rappelle, vous êtes directrice diversité et inclusion chez AXA France. Gabrielle Alperne, vous êtes philosophe et vous venez de faire paraître aux éditions Fayard Créer les ponts entre les mondes. Je vous recommande vivement cette lecture qui aborde la question du handicap, mais pas que. Merci infiniment. En tout cas, moi, j'ai mon regard a, a beaucoup évolué. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. On se retrouve tous les lundis sur Be Smart for Change.